Bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de Lumière intérieure. Cette semaine, j'ai la joie d'accueillir une femme et une maman, animatrice télé, chanteuse, comédienne, auteure. Avant danseuse, elle a beaucoup de cordes à son arc. J'ai la joie d'accueillir Séverine Ferrer. Bonjour. Bonjour Séverine Ferrer, merci d'être avec nous. Très heureuse d'être là, vraiment. Alors on va parler de beaucoup de choses, mais notamment de votre dernier projet qui monte sur les planches en ce moment. Ça s'appelle La Voix des femmes, la voix avec un E. Voilà. On en parlera d'ailleurs, pourquoi avec un E et pourquoi pas avec un X. Exactement. Un projet 100% féminin que vous avez initié avec votre metteuse en scène Léa Landau. Vous avez recueilli la parole de femmes qui ont subi des violences, du harcèlement, le plafond de verre. 45 femmes se sont exprimées, ont écrit des textes et ces textes sont interprétés tous les soirs par 5 comédiennes, pas toujours comédiennes, il y a aussi des violonistes, puisqu'on voit Anne Gravoin. Ouais. On voit aussi Marie Fugain, Maïmouna Gaye, Charlotte Gassot, et vous-même, bien sûr. D'ailleurs, je vous propose de regarder tout de suite un extrait, comme ça on se met dans l'ambiance. C'est l'art de se résigner, de prendre sur soi, et surtout de se taire. Mais moi, j'étais tellement bavarde. Une enfance, une adolescence rythmée entre coups, douches froides, insultes et menaces. Qui remercie sa maman d'infliger de tels sévices à sa propre fille? Eh ben moi. Les réponses à toutes les questions posées à cet homme sont inaudibles. Mais tu m'as dit que tu voulais pas. T'as rien dit d'ailleurs, j'ai pensé que t'étais d'accord. Tu t'es pas débattu quand je t'ai déshabillée. Insoutenable. Il ne pensait pas à mal, il a juste profité de la situation. Il l'a juste violée. Il me traîne dans l'appartement, cet appartement tout en longueur, destination la cuisine. Il saisit au vol un couteau et me plaque violemment. Je tremble, il est rouge de rage. La lame est bien aiguisée, il est en sueur. La lame caresse doucement la peau de mon cou. Un froid glacial envahit mon corps. J'ai peur. Il y a comme un jour sans fin. Voilà, donc La Voix des femmes qui part en tournée à partir du mois de mai, donc à travers la France. D'où vous est venue cette idée de parler des femmes et de cette voix des femmes avec un E? Alors, V-O-I-E, tout simplement pour la destinée, qu'on prend toutes, malgré nous. Et également la voix qu'on ose prendre, cette fois-ci, haut et fort, pour dénoncer des choses, pour raconter nos histoires, parce que ce ne sont que des histoires vraies, il faut le savoir. C'est ce qui fait aussi la force de ce spectacle. Ce sont vraiment des histoires qui ont été vécues, et pour beaucoup d'entre nous, c'est la première fois qu'on en parle, enfin en tout cas qu'on ose les dévoiler et les partager et échanger ces histoires pour ne plus que ça arrive en fait, tout simplement. Et j'ai eu cette chance, moi en tant que comédienne, de jouer pendant 10 ans cette merveilleuse pièce d'Ève Ensler qui s'appelait Les monologues du vagin. Et c'est vrai qu'on s'est senties toutes, alors j'ai eu cette grande chance de partager la scène avec les plus grandes comédiennes françaises. Mise en scène par Isabelle Ratier. Exactement, en 2017, par Isabelle Ratier. Puisque ça fait longtemps qu'elle tourne cette pièce. Alors cette pièce existe depuis 2000. Donc j'ai eu la chance de la jouer pendant 10 ans. C'était absolument incroyable. Et en plus, non seulement en tant qu'interprète, mais aussi en tant que femme. Parce que c'était incroyable, tous ces retours qu'on avait aussi bien des femmes que des hommes après la représentation. Et c'est vrai que c'est quelque chose, moi, qui m'a beaucoup touchée, qui m'a beaucoup émue. Et pour moi, depuis que je suis toute jeune, je suis fière d'être femme. Et je me suis toujours quelque part, malgré moi, sans savoir vraiment, mais engagée pour les femmes. Et c'est vrai que quand l'aventure des monologues du vagin s'est arrêtée, j'avais toujours ça au fond de moi. Ça me manquait de pouvoir partager, de pouvoir échanger avec ces femmes, avec ces hommes. Et ce projet, je l'ai dans la tête depuis 5 ans. Ça faisait pas mal de temps que j'y pensais. Et puis la vie, évidemment, s'affole et on fait plein de choses et on fait plein de projets. Et j'ai pas forcément pris le temps de me poser et de le mettre en place. Je l'avais bien en tête, mais jusqu'ici, j'avais pas pris le temps.
Entre-temps est arrivé le mouvement MeToo. Donc on fête les 5 ans de MeToo et à l'époque, beaucoup d'entre nous, et je parle au nom de toutes ces copines comédiennes, journalistes, féministes, auteurs, etc., qui n'ont pas osé témoigner, non pas par lâcheté, loin de là, mais tout simplement parce qu'aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, on n'avait pas forcément envie d'être jeté en pâture dans la presse à scandale, de faire le buzz, tout simplement. Aujourd'hui, on a des familles, des compagnons, des enfants. Et une carrière est tellement compliquée à construire qu'il suffit que, justement, qu'on tape notre nom et qu'on se rende compte qu'on a été soit victime de violence ou de harcèlement, etc. Et ce qui va revenir le plus souvent, c'est cette histoire-là. Et finalement, nos carrières, tellement compliquées à construire, vont se retrouver relayées au second plan. Et ce n'était pas du tout le but. Donc c'est vrai que on s'est concerté toutes, hein, évidemment, parce qu'on s'est sentis concernés aussi. C'était important aussi que la libération de la parole des femmes, en effet, eh bien, tout d'un coup, que les langues se délient et qu'il fallait qu'on entende ces histoires-là. On s'est tu. Comment ça, concerter toutes? Vous êtes... parce que c'est vous l'initiatrice, c'est-à-dire qu'on se parle beaucoup entre comédiennes. J'avais encore pas tout à fait parlé de ce projet-là, je l'avais en tête, mais sans vraiment en parler aux copines. Et c'est vrai qu'au moment du premier confinement, est arrivé ce satané virus qui nous a un peu bousculé, qui a bousculé nos vies. Covid, comme le on Covid, le moi je ne le bien. féminise pas, je déteste ça. Dans la pièce, d'ailleurs, c'est un virus. on l'entend. Oui, c'est un virus, donc un virus, c'est le Covid. Masculin, voilà. Et non pas féminin. Quand on m'a dit la Covid, j'ai hurlé, j'ai bondi. C'est un peu mon côté féministe, ça. Et du coup, ce qui a été vraiment décisif, c'est déjà que la vie nous offrait ce cadeau de nous poser, enfin, de faire une sorte de bilan, de prise de conscience, de revoir aussi nos priorités. Et finalement, moi, j'ai pris ça comme un cadeau du ciel, parce que j'en avais vraiment besoin à ce moment précis. Et après ce bilan, je me suis dit, mais quels sont mes projets phares? Et aujourd'hui, quelles sont mes priorités? Et c'est vrai que ce projet a été une évidence. Et je crois que ce qui a été vraiment l'élément déclencheur pour le mettre en route, c'est le premier texto que j'ai reçu au bout de 15 jours. En fait, c'était un message Instagram d'une femme qui m'a écrit en me disant « Voilà, je me retrouve entre 4 murs avec mon mari qui se révèle violent et je ne sais pas quoi faire. Est-ce que c'est un peu une bouteille à la mer que je lance? Est-ce que vous pourriez m'aider, me donner des conseils ?» Et quand ça vous arrive, vous faites « Waouh, mais qui je suis moi pour lui dire ce qu'elle a à faire et qu'est-ce que je peux répondre à ça ?» Donc évidemment, elle savait que j'étais plus ou moins engagée dans différentes associations de femmes, etc. Donc je suppose que c'est pour ça qu'elle m'a envoyé ce message. Vous ne la connaissiez pas? Pas du tout, mais pas du tout. Donc j'ai mis au moins 3 ou 4 heures avant de pouvoir répondre. J'enlevais les mots, je remettais les mots, je voulais qu'ils soient justes, j'en parle à mon mari, il me dit « Oh, c'est dur, enfin, c'est une responsabilité, quoi. » Donc évidemment, je lui ai donné toutes les associations, les noms des associations et les personnes avec lesquelles je travaillais déjà, etc. Le numéro d'urgence, bon, bref. J'ai tout envoyé, je n'ai pas eu de nouvelles. 2 jours après, cette fois-ci, c'était une étudiante qui me dit « Voilà, Madame Ferrer, j'aime votre parcours. Quand je vois la situation actuelle avec ce Covid qui tombe, je suis complètement déboussolée. Je ne sais pas, je ne crois plus en l'avenir. » Et là, je me dis « Non, mais il y a quelque chose. » Donc là, c'est là que j'appelle les copines, mes copines comédiennes, etc. Je fais « Les filles, il est en train de se passer quelque chose. Est-ce que vous aussi, vous avez ce genre de message ?» Et elle me dit « Non, mais Séverine, mais attends, mais c'est un truc de dingue. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on peut faire ?» Elles aussi, donc, elles recevaient on aussi était toutes dans le même état d'esprit. Et là, je me suis dit, bon, ben voilà, je crois que la voix des femmes, c'est maintenant. Et j'ai commencé à décrocher mon téléphone. J'ai appelé toutes les copines. Donc, elles étaient 45. Aujourd'hui, on est un petit peu plus parce qu'il y a plein de filles qui sont venues rejoindre l'aventure. Oui, donc tout de suite, vous aviez votre liste de 45 copines. Oui, donc, parce qu'en fait, en tant que copine, on se parle. On connaît toutes les histoires des unes et des autres. Plein d'histoires qui n'ont jamais été divulguées et qu'on a gardées pour nous, et c'est normal. Mais cette fois-ci, on s'est dit qu'on ne pouvait plus se taire. Et du fait d'avoir cette notoriété qui permet de prendre la parole et qu'on nous écoute, eh bien, on s'est dit qu'on allait la prendre pour toutes ces femmes, en plus qu'on qualifie d'invisibles, ce qui est absolument inacceptable. Enfin, moi, je ne peux pas l'entendre à chaque fois que j'entends les invisibles. Pour moi, c'est vraiment, ça me ronge, ça me met dans une fureur pas possible. En fait, ces textes, ils viennent de ces femmes-là ou ce sont aussi les 45 Alors, ces textes copines qui les ont écrites? Des 45 copines qui sont toutes connues. En s'inspirant des histoires qu'elles ont reçues ou que vous avez reçues? Pas du tout. Non, pas du tout. C'est notre histoire.
que nous racontons pour la première fois. C'est ce qui fait aussi la force de ce spectacle. C'est-à-dire que tout ce qu'on avait au fond de nous tout bas, on s'est décidé toutes au même moment de les raconter pour ne plus que ça arrive en fait. Donc chacune raconte son histoire. Alors attention, il n'y a pas que avec des un choses... mélange des textes. Voilà, on aborde toutes les problématiques de femmes, mais ce ne sont que des histoires vraies. Mais attention, il n'y a pas que des choses terribles. Évidemment, on parle de violence conjugale, on parle de harcèlement, on parle de la place de la femme dans le monde du travail, on parle de toutes ces problématiques, mais aussi de maternité, d'amour, de sexe. Il y a aussi beaucoup de légèreté. Attention, il n'y a pas que des choses horribles. Et d'ailleurs, c'est vraiment, pour moi, je qualifie ce spectacle d'aventure théâtrale à dimension sociale et humaine. Parce que c'est vraiment le cas. Et en même temps, c'est un vibrant hommage à la femme dans toute sa splendeur et en traversant justement en abordant toutes les problématiques de femmes et en essayant de raconter un maximum de choses et de faire que cette parole soit entendue. Parce qu'il ne faut pas croire, ce qu'on veut aussi faire passer à travers ce spectacle, c'est que la notoriété n'épargne pas les violences, n'épargne pas le malheur, n'épargne pas les douleurs qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours. En fait, ce qu'on est en train d'expliquer à toutes ces femmes qui sont dans l'ombre et à qui ça arrive tous les jours, c'est de leur dire que nous aussi, on l'a vécu. Et aujourd'hui, on veut partager nos expériences. Juste ici, on s'était tu, mais on a aujourd'hui on a besoin aussi, ce besoin, je crois que c'est le moment et c'est viscéral pour nous toutes aussi, d'échanger nos histoires pour vous dire, regardez, en fait, notre histoire est aussi la vôtre et votre histoire est aussi la nôtre. Et comme vous avez effectivement recueilli des textes aussi, enfin les premiers de ces femmes inconnues... Alors non, on n'a pas du tout touché... Non, vous n'avez pas du tout touché à leurs histoires à elles, tout en les romançant ou en les... Non, pas du tout. Ce ne sont que des histoires vraies, et ce qui fait aussi la puissance... des histoires vraies qui vous appartiennent à vous, les 45, c'est ça voilà, que vous, exactement. vous dites. Et ce qui fait aussi la puissance de ce texte, c'est que toutes les comédiennes qui sont sur scène, alors on a voulu, certaines assument complètement leur texte. Par exemple, Nathalie Marquet-Pernot, qui, on sait très bien, parce qu'elle en a parlé beaucoup, qu'elle a été atteinte d'un cancer, et Nora Malagré, qui a eu et qui a toujours l'endométriose, elles en parlent ouvertement. Donc on sait forcément, et elles veulent défendre leur texte. Mais par contre, beaucoup d'entre nous, c'est encore très récent, c'est-à-dire que ça a été une thérapie pour beaucoup d'entre nous, même si ça n'y paraît pas, on a l'impression qu'on peut s'exprimer, on parle sur scène devant des tas de gens et qu'on n'a pas de problème avec ça. Mais d'écrire son histoire, c'est une toute autre chose. Et pour beaucoup, ça a eu un effet thérapeutique. De la partager. De la partager, et certaines d'entre nous sommes encore très fragiles par rapport à ça, mais on a besoin d'échanger aussi pour que ça n'arrive plus, justement. Et c'est pour ça qu'on se passe les textes. Oui. Donc le spectateur ne sait pas aussi, par pudeur, ne sait pas à qui appartient quel texte, mais on sait que, ce que vous dites, d'ailleurs. Dans ces 5 comédiennes, on sait qu'il y a forcément son histoire qui va être entendue lors de la soirée de représentation. Il y a forcément son histoire, une histoire des 45, parce que c'est ça aussi que j'ai pas bien compris. Alors, on a 45, comme vous êtes 45, vous allez tourner personnes. Pendant tous ces mois. Voilà, et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on fait un turnover de comédiennes, parce que, alors, certaines ont témoigné, n'ont pas forcément envie d'être sur scène. Elles sont respectées dans leur secteur d'activité, etc. Parce qu'il y a des avocates, il y a des chefs d'entreprise, des journalistes. Donc on ne verra pas forcément sur scène. Qu'on ne verra pas forcément sur scène, mais qui ont eu envie de témoigner. C'est leur histoire. Donc elles nous ont confié les histoires et on les partage et on les illustre pour elles, on les interprète pour elles. Exactement. Mais c'est vrai que parmi toutes ces femmes, il va y avoir un maximum de femmes, évidemment, puisque j'espère que ce spectacle va fonctionner. On touche on croise les doigts. Voilà. Et pour le coup, on a vraiment envie, c'est pour ça qu'on a voulu qu'il y ait un turnover, pour que toutes ces femmes, ces 45 femmes à un moment, celles qui évidemment en ont envie et en expriment l'envie et ont envie de le faire, puissent venir défendre leur texte, ou en tout cas défendre leur texte, ou entendre leur texte sur scène, même si elles ne le disent pas. C'était très, très important que toutes ces femmes puissent à un moment s'exprimer et venir sur scène. On va continuer à en parler, Séverine Ferrer. Vous êtes une femme de télévision, vous savez qu'il y a un chronomètre. Le temps est compté. Et on me dit déjà dans l'oreillette que j'ai largement débordé. Je sais, mais c'est normal. Il y a une deuxième partie. On va quand même poursuivre sur ces thématiques où je m'éclipse. Je vais vous proposer 4 mots et on va continuer à discuter. D'accord. À distance. Entendu ? Ah, d'accord, très bien. Voilà. À tout de suite. À tout de suite. Impeccable. Impeccable. Alors, je vais vous proposer mon premier mot. Et ce mot, c'est le mot étoile.
Étoile. Il y a beaucoup d'importance dans ma vie. Oui, il y a un livre qui mentionne Oui. l'étoile. Étoile, c'est aussi star en anglais. Oui, mais pour moi, ça ne veut L'enfant pas dire star. grand-chose, moi, star. Le mot star m'effraie, moi. Bon, je vous laisse En parler ? en parler. D'accord, étoile parce que un mot important pour moi parce que je crois en ma bonne étoile et je crois vraiment que j'en ai une qui me guide et qui m'aide et qui m'accompagne dans chaque moment de ma vie. Étoile parce que j'en ai partout chez moi. Étoile parce que dès que je dois dessiner quelque chose, je dessine souvent des étoiles, bizarrement. De dire que j'ai la tête dans les étoiles, ça m'arrive, mais pas trop longtemps. Je suis assez terre à terre. Vous avez des étoiles plein les yeux. C'était le titre de votre livre Oui. en 2004, qui est juste à côté de vous d'ailleurs. Oui. Qui est là. Non, c'est rigolo parce que je ne voulais pas qu'il s'appelle comme ça. Je voulais qu'il s'appelle Minimis. Et en fait, l'éditeur a dit non. Et c'était marrant parce que on n'en a pas du tout parlé. Et ils m'ont proposé ce titre en disant « Des étoiles plein la tête, ça te correspond bien ». Et puis j'ai fait « Ouais, finalement, c'est pas mal ». Alors du coup, on est parti pour des étoiles plein la tête. Et j'en ai toujours. J'ai dit des étoiles plein les yeux. Ah oui. Mais moi, c'est plein la tête. Mais j'en ai plein les yeux aussi. Hein. Je sais pas si ça se voit. C'est plein les yeux et plein la tête. Des étoiles à 7 branches. Pourquoi est-ce que je dis 7 ? Vous savez pourquoi ? Bah oui, parce que c'est un peu... Vous aimez beaucoup le chiffre 7. Vous Oui. êtes né en 1977. C'est probablement aussi pour ça. Minimis à 7 ans. Oui, Marié un 7. oui. Il arrive souvent dans votre vie ce chiffre 7. Bah, je le provoque aussi de temps en temps, surtout sur les signatures de contrat. J'aime bien avoir un 7 quelque part, en fait, toujours. Et 7 chiffres aussi, le contrat. J'aimerais bien, mais ça arrive rarement, bizarrement. En centimes. En centimes, oui, probablement, les 0,0001. Non, c'est vrai que j'essaie toujours d'avoir un 7 dans... Et même les rendez-vous importants, j'essaie toujours, quand on me propose des dates, de faire en sorte que ça se passe toujours un 7, ou un 17, ou un 27. Vous êtes superstitieuse ? Je ne suis pas superstitieuse. Alors, si, dans un sens, oui, parce que je ne passe pas sous les échelles. Je suis capable de contourner les échelles. De temps en temps, quand il y a une sorte d'oiseau noir, là, comme des corbeaux qui passent et qui me coupent ma route, je crache. Aux grandes dames de mes enfants qui maintenant font la même chose, c'est horrible. Voilà, il y a des petites choses comme ça où un vendredi 13... Moi, alors par contre, voilà, par exemple, je ne suis pas du tout superstitieuse dans le sens où le vendredi 13, je ne fais rien de particulier, voilà. Et souvent, moi, j'aime bien mettre du vert sur scène, alors que normalement, tous les comédiens ne veulent pas le faire parce que Molière est mort en verre, semble-t-il. Et du coup, moi, j'essaie de déjouer tout ça et de faire en sorte de passer à autre chose, de ne pas me focaliser dessus. Mais de temps en temps, j'ai quand même 2-3 petits trucs comme ça, de superstition qui reviennent. Et des étoiles avec vous ? Toujours les étoiles. Toujours les étoiles. Alors c'est vrai, vous n'aimez pas le mot star, mais c'est ce que vous avez été très très jeune. Votre carrière a commencé à 4 ans en fait. Oui, Pour en mais... parler rapidement, vous avez été Miss Réunion à 7 ans. Mini. Mini-Miss, Oui. oh là, oui, mini. Mini-Miss Réunion. Baby Star, enfin tout ça a commencé très jeune pour vous et vous avez explosé aussi très jeune. Évidemment, on vous connaît dans votre rôle d'animatrice à Fan 2 sur M6 de 97 à 2005. Vous Il y étiez avait des toute étoiles jeune aussi dans le générique Et oui, de il y avait Fan des 2. étoiles aussi. Ça aussi, c'était pas moi. C'était pas voulu, ça, par contre. Non, c'est vrai que oui, Alors, le mot star me dérange dans le sens où, pour moi, les stars, ce sont vraiment des femmes incroyables comme Marilyn Monroe, comme Greta Garbo, comme Marlène Dietrich, comme toutes ces femmes qui ont marqué. Et moi, je ne me suis jamais qualifiée de star. J'ai toujours trouvé ça absurde. Allez, on passe au deuxième mot. Ouais. On passe tout de suite au deuxième mot. Et c'est le mot maman. Ça, c'est un beau mot aussi. Vaste sujet. Maman. Ouais. Il y a la vôtre, et puis il y a vous. Bah oui. Maman de 3 beaux enfants. Ma fierté.
J'ai toujours rêvé d'être maman, en fait, depuis l'âge de 17 ans. J'attendais de trouver le bon papa. Et quand je l'ai trouvé, je l'ai accroché, je ne l'ai plus laissé partir. Et j'en ai fait 3. Et le plus beau rôle et le plus difficile aussi. Forcément, c'est très difficile d'être maman parce qu'on ne vous donne pas le mode d'emploi. Et c'est vrai que j'ai 3 générations à la maison, donc assez compliqué. Et j'ai voulu... Alors c'est marrant parce qu'on en revient aux 7. Souvent j'ai laissé 7 ans entre chaque enfant, enfin pratiquement 7 ans. Donc parce que je trouvais que c'était chouette d'en profiter pleinement. Et après c'est vrai que chaque période est chouette. Et je me suis jamais interdit d'être maman. Souvent, on m'a dit, oui, mais tu fais une émission qui s'adresse aux jeunes. Est-ce que c'est le bon moment de devenir maman ? Moi, j'ai une maman qui m'a eu à 20 ans. Et pour moi, ça a été le plus bel exemple du monde. Je voulais ressembler à ma maman et avoir un peu le même schéma. Et finalement, j'ai été maman très jeune, à 22 ans et demi. Et c'est le plus beau cadeau qui m'a été fait. Et c'est vrai que du coup, je voulais 3 enfants. Une semaine avant vos 23 ans, j'ai lu. Ouais, dans exactement. Votre livre. Ouais, parce que quand les émissions de Fan 2 passaient encore, j'avais encore mon gros bidon parce que je m'étais fait une ceinture avec une tête de citrouille pour Halloween. Donc j'étais en train de faire l'émission avec ma tête de citrouille, je passais à ce moment-là et dans mes bras, j'avais mon petit boubou, c'était chouette. Votre petit boubou qui s'appelle Joshua. Exactement. L'aîné, qui veut dire sauveur en hébreu. Qui veut dire... je vais vous raconter une anecdote qui est absolument dingue. À l'époque, donc, j'étais enceinte de 6 mois et mon rêve absolu était de partir en Israël en pèlerinage et ça ne s'était jamais fait. Et donc, mon copain Bernard Montiel, qui était à l'époque ambassadeur d'un très grand groupe d'hôtels, m'appelle et me dit, voilà, on ouvre un très bel hôtel, justement, c'était pas à Jérusalem, c'était à Jérusalem, si. Et donc, il me dit, écoute, j'ai très envie que tu viennes parce que je sais que tu en as très envie. Et il me dit, viens et tu peux venir avec quelqu'un. Et pour moi, il était essentiel que je vienne avec ma maman, parce que ce moment-là, il était à moi et à maman. Donc on est allé, c'était magnifique, en plus on était avec Mireille Darc qui elle aussi qui était très mystique, qui avait beaucoup aussi, qui avait une vraie sensibilité et une vraie spiritualité. Et avec Vanessa Demouy aussi. Et en fait, quand on est arrivé là-bas, ils nous avaient prévu tout un parcours. Et moi je lui dis non mais je suis obligée d'aller voir où est né le petit Jésus, quoi. C'était important pour moi. Et donc, ils ont fait des pieds et des mains et finalement, on a pu y aller. Bethléem. À Bethléem. Et on est arrivé sur cette grande esplanade. Donc, la personne du bus nous dépose et il nous dit « Attendez là ». Et là, il y a un monsieur qui arrive, sorti de nulle part, et qui vient, qui me fait « Oh, t'es enceinte !» Je fais « Oui !» Tout, il me dit « Est-ce que tu sais ce que c'est ?» Je dis « Oui, c'est un fils, c'est un garçon. » Il me fait « Oh, c'est un garçon, et tu vas l'appeler comment ?» Et moi, depuis toujours, j'avais 2 prénoms. C'est-à-dire que je savais exactement comment j'appellerais ma fille et comment j'appellerais mon fils. C'était Joshua et Marie. Il se trouve que j'ai pas eu de fille. Bon, voilà, comme ça, c'est réglé. Et du coup, je lui dis « Oui, il va s'appeler Joshua. » Et il me dit, mais tu sais ce que ça veut dire ? C'est Yehoshua, c'est Jésus. Et là, je vous jure, je me suis effondrée en larmes, parce que je ne connaissais pas, j'ai toujours adoré ce prénom. Je sais que c'est un prénom biblique, mais j'ai toujours adoré ce prénom. Et là, je regarde maman en pleurs aussi. On était tous en pleurs au final. Et je me dis, mais je ne peux pas lui donner ce prénom-là, il est trop fort, il est trop puissant, ce ne serait pas un cadeau de lui donner ce prénom-là. Et on descend dans cette grotte qui n'avait évidemment rien à voir avec toutes les images que je pouvais avoir enfant, avec la grotte du petit Jésus, le petit truc en paille, l'âne, le bœuf, n'importe quoi, tout ce qu'on a comme image. Et quand je me suis retrouvée devant cette pierre, donc c'est une sorte de rond comme ça avec une vitre, et puis on peut poser la main sur la pierre où est censé être né Jésus. Et du coup, je vous jure, c'était comique quand même quand j'y repense. J'étais là à 4 pattes avec mon gros ventre en train de le poser sur la pierre. Et t'avais tous, là, et particulièrement Bernard, qui me disait, mais oh la pleureuse, mais c'est pas possible. Et encore aujourd'hui, quand on se voit, on parle de ce moment, mais c'était tellement magique. J'ai eu cette chance d'y retourner il y a quelques mois. Et c'était toujours aussi fort. C'était toujours chouette. Donc voilà, c'est Joshua. Voilà, le premier s'appelle Joshua.
Et les autres, les deux autres? Le deuxième s'appelle Milo, rien à voir avec un prénom biblique. Et parce que je les aime tant, ces prénoms bibliques, le dernier s'appelle Elijah. Elijah. Ouais. Très joli. On essaye. Oui. Quelles ont été vos inspirations pour trouver ces deux derniers prénoms? Bon, les deux, Milo, on l'avait entendu, on trouvait ça super, donc on ne s'est pas posé de questions. Et le dernier, on a beaucoup hésité. Et tout simplement, en allant voir Le Seigneur des Anneaux au cinéma, quand j'ai vu Elijah Wood, j'ai trouvé ça Wood, bien sûr. tellement beau que je me suis dit, ce sera Elijah. Sans savoir que c'était un prénom biblique. Après, en faisant des recherches, je me suis rendu compte que c'était encore un prénom biblique. Un prénom biblique qui veut dire quoi encore? Alors, je ne sais plus. Vous me posez une colle parce que je ne sais plus. Mais je crois que c'est très bienveillant, c'est à son image. On regardera, on re-regardera. On regardera ça. Je vais regarder ça en attendant. On est sur le mot maman. Vous êtes une super maman, c'est le plus beau rôle pour vous? Non. Non. J'aurais dit ça il y a quelque temps, mais plus j'avance et plus je me dis que c'est un rôle qui est très difficile. Parce que ce n'est pas simple de grandir avec des enfants qui n'évoluent pas forcément dans la même époque que vous. L'arrivée de tout ce qui est réseaux sociaux, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas forcément. Je trouve que c'est des choses aussi qui enlèvent beaucoup la communication, qui, quelque part, met une sorte de distance entre nous et nos enfants. Et c'est parfois difficile. Enfin, la période de l'adolescence est complexe. Mais évidemment, c'est le plus beau rôle, c'est ce que je disais. Mais plus ça va et plus c'est un rôle qui n'est pas simple. C'est le plus beau et à la fois le plus dur, je trouve. C'est ce que je disais au tout début. C'est... On est évidemment, enfin moi je pense que je l'ai depuis toujours au fond de moi, hein, je suis une vraie mère poule, quoi. Je suis très, voilà, je suis un peu, de temps en temps peut-être un petit peu envahissante, hein, je le sais, mais je me soigne. Mais pour le coup, c'est un rôle que je découvre au fur et à mesure et aujourd'hui je trouve qu'il est de plus en plus compliqué. Et c'est un rôle... pour lequel vous avez des conseils quand même que vous donnez sur Internet? Vous avez un blog, Maman au top? Oui, c'est vrai que l'univers des enfants, j'ai vraiment... c'est quelque chose qui me touche. J'ai toujours été en rapport, enfin en tout cas en connexion avec les enfants et beaucoup de mes projets tournaient aussi autour des enfants. En fait, pour moi, la femme et les enfants, c'est complètement complémentaire. Donc je suis toujours beaucoup dans la famille parce que la famille, pour moi... Dans mon éducation, en tout cas, c'est extrêmement important. Et on va en parler, Séverine, ça va venir avec notre troisième maman, mot. Famille. Oui, forcément, maman, famille, etc. D'ailleurs, en attendant, ça m'est revenu, enfin j'ai regardé un petit peu, j'avoue, Elijah, c'est Dieu et Yahvé. C'est voilà. Ça, Encore la définition un prénom hébraïque. Très intense. Très, très fort. Dieu et Yahvé. Donc il y en a un, c'est Jésus, et l'autre, c'est Dieu. Voilà, comme ça, mais sans le savoir. Hein. Celui Vraiment, qui est au milieu, Milo, bon, c'est... Il est plus tranquille. Il est plus tranquille. Il est moins chargé. Ça n'empêche pas qu'il ait aussi beaucoup de personnalité. J'en doute pas. On passe au troisième mot. Troisième mot, c'est réunion. Eh oui, l'île de la Réunion. Ça peut être l'île de la Réunion. Réunion de famille aussi. Réunion de famille. Puisque vous êtes réunionnaise. Exactement. Enfin, en tout cas, mes parents sont originaires de la Réunion parce que moi, je suis née à Montpellier. Et du coup, la Réunion, j'y ai passé toute mon enfance et mon adolescence puisque j'ai quitté la Réunion à l'âge de 12 ans et demi. Et je suis venue m'installer avec toute ma famille en métropole. Mais la Réunion, ça reste des souvenirs inoubliables. Ça reste, pour moi, il y a vraiment une image qui me restera et qui, à mon avis, a été...
pour moi très importante dans ma construction, c'est l'ouverture au monde. C'est le fait d'avoir vécu avec toutes ces ethnies qui se côtoyaient en toute fraternité et de ne pas... J'ai pas connu le racisme avant d'arriver en métropole, quoi. C'était ça qui était dingue. J'avais plein de petits copains qui avaient différentes religions et j'aimais ça, en fait. J'ai toujours été très curieuse sur la culture de chacun. Et à La Réunion, je me nourrissais de ça. Et depuis toute petite, j'ai toujours été très, très attirée par... En fait, bon, évidemment, moi, j'ai une éducation catholique. Hein. J'ai fait ma première communion, ma confirmation, celle d'avant, je ne sais même plus comment elle s'appelle. La profession de foi. La profession de foi, voilà. Vous êtes allé au catéchisme. J'ai fait mes cours de catéchisme. Alors, j'ai même demandé à ma prof, je dis, mais je comprends pas. Ce Jésus, ce Jésus, il est quand même un peu... Parce qu'à l'époque, je faisais pas trop la différence entre Dieu et Jésus. C'était un peu compliqué quand même. Hein. Et je dis, mais il a beaucoup de femmes, c'est un coquin quand même. C'était tellement drôle parce que toutes les sœurs avaient... J'étais à l'école privée, hein, toutes les sœurs avaient leur alliance et tout ça. Et j'étais curieuse, je posais plein de questions, c'était drôle. Mais c'est vrai que j'ai toujours été attirée par toutes les religions. C'est-à-dire que, par exemple, j'avais des petits copains musulmans, donc je leur demandais pourquoi vous faites ça. J'avais des copains juifs, je demandais pourquoi vous faites ça. J'avais des copains malgaches, je demandais pourquoi vous faites ça. J'avais des copains indiens, je demandais pourquoi ils faisaient ça. Des tamouls, et je posais toujours des questions. Et quand j'ai été en âge de comprendre, aux alentours de 14-15 ans, quand on commence à prendre conscience un peu des choses et de la vie, je me suis mise à lire tout le Coran, la Bible. Et c'est rigolo parce que... Et même, j'étais très attirée par le bouddhisme et j'ai eu cette grande chance de rencontrer sa sainteté, le Dalai Lama. Ça a été quelque chose d'important dans ma vie. Et c'est vrai que je me dis que quelque part, je me suis fait ma religion. J'ai pris le meilleur en tout cas, ce qui me parlait dans chaque religion. Et je me suis fait ma religion à moi. Donc la réunion des religions. Oui, la Réunion, qui est une terre avec des personnes indiennes. C'est le cas de votre père. Bon, on a plein d'origines en fait. On a du sang vietnamien, indien. Alors votre père, c'est plutôt des origines indiennes. Oui, très lointaines, oui. Qui s'appelle Éric, qui était plutôt père au foyer, qui faisait des petits boulots. Bah, qui était père au foyer. Voilà, on peut le dire. Ouais. Il le revendique complètement. Votre mère, pour synthétiser un peu, d'origine normande, italienne, vietnamienne, c'est bien ça. Elle s'appelle Blanche. Oui. Coiffeuse. Oui. C'est elle, la femme forte, qui travaillait beaucoup. Voilà. C'est elle qui a ramené l'argent à la maison. C'est elle qui a ramené l'argent à la maison. Ça explique aussi pas mal votre parcours. D'avoir une femme comme ça à la maison. Oui, je pense que maman... Quel exemple ? Maman y a été pour beaucoup, parce que quand je la voyais rentrer, elle avait des journées mais harassantes. C'est-à-dire que elle bossait beaucoup. Et quand je la voyais arriver et que nous, on l'attendait à la porte, dès que la porte s'ouvrait, c'est « Maman !» Et elle prenait le temps, elle s'occupait de nous. On la sollicitait beaucoup, forcément. Et c'est vrai que maman m'a donné une image du travail très positive. C'est-à-dire que moi, le travail n'a jamais été une contrainte dans le sens... Alors, j'ai eu cette grande chance de faire ce que j'aime. Ça aurait été différent si malheureusement, je n'avais pas pu réaliser mon rêve. Mais maman m'a donné une image tellement positive, tellement joyeuse du travail. Quand elle parlait et quand elle partait, elle me disait « Je suis heureuse de partir travailler parce que j'aime ce que je fais. » Et c'est ce que j'ai essayé aussi d'inculquer à mes enfants après. Quand je pars au théâtre, par exemple, et que je pars en tournée, et que c'est long, et qu'ils ne vont pas me voir pendant plusieurs jours, et qu'ils me voient partir avec le sourire, c'est compliqué de leur expliquer que je ne les abandonne pas, je ne suis pas heureuse de les abandonner, je suis juste heureuse de partir travailler et de faire le métier que j'aime. C'est pour ça que généralement, je les emmène toujours quand je répète, ou quand on n'est pas loin de Paris et qu'il y a une date où je peux les emmener. Ils font la mise en place des accessoires avec moi. Il était important qu'ils se rendent compte que si j'ai le sourire quand je m'en vais travailler, c'est parce que j'aime ce que je fais et que je suis heureuse d'y aller sans pour autant les abandonner. C'est essentiel. D'ailleurs, ce nom de Ferrer, il vient du nom de votre mère, non ? Oui, c'est le nom de maman. C'est Ferrari. Oui, enfin de Ferrari, c'est ce qu'on m'a dit, hein, de par nos origines italiennes. C'est ce que j'ai lu dans votre livre, de Ferrari italien. Donc vous portez le nom de votre mère.
Ben, je porte le nom C'est de pas maman anodin. parce que la première fois, quand quand je suis arrivée, le temps que papa aille me déclarer, du coup, ils ont mis sur mon carnet de santé Ferrer. Et quand la question s'est posée de savoir quel nom j'allais prendre, je me suis dit, le premier qui était sur mon carnet de santé, c'était celui de maman. Alors, j'y vais, je prends celui-là. Et du coup, par contre, mon frère, qui lui faisait aussi pas mal de choses, et je ne voulais pas qu'on sache que c'était mon frère. Votre frère Didier ? Didier, qui faisait aussi pas mal de rôles, etc. Parce que quand on est arrivés tous les deux en métropole, chacun a suivi son petit bonhomme de chemin. Eh bien, je n'ai pas voulu qu'on porte le même nom pour pas qu'il y ait de rapport possible et de se dire « Ah, mais elle a pistonné son frère et patati patata ». Chacun y a réussi par la sueur de son front. Et du coup, Didier porte le nom de papa. Didier, comment ? Ah ben non, je ne vais pas vous le dire, c'est mon secret. D'accord, ça ne me regarde pas. Vous avez raison. Non, parce que maintenant, je sais qu'il n'aime pas beaucoup en parler. Oui, pas de problème. Donc, on termine avec la Réunion. Mariage aussi à la Réunion. Oui. L'église Saint-Jacques. Avec, je peux dire, Frédéric Mazet, non ? Oui. Oui, vous pouvez le dire. Journaliste, parolier, c'était le 7 mai 2001. Ouais. Voilà. Et c'était très important. Alors, c'était hyper rigolo parce que moi, je voulais me marier dans l'église où se sont mariés mes grands-parents et mes parents. Donc, 23 ans plus tôt, ce petit bébé de 6 mois qui était dans les bras de ses parents pour le mariage, c'était moi. Et c'était marrant parce que du coup, 6 mois plus tard, et là, maintenant que je vous le dis, je ne m'étais pas rendu compte de ça. Mais en fait, 6 mois plus donc il avait 6 mois, Joshua, et donc 23 ans plus tard, dans cette même église, on se mariait avec mon amoureux. Et en plus, notre fils était là et il avait 6 mois et on a fait son baptême là-bas en même temps. C'était absolument dingue. Et c'est rigolo parce que, en fait, j'ai été suivie par une agence de presse et c'était la grande époque de Fan 2. Donc forcément, il y avait beaucoup de paparazzi à l'époque qui me suivaient, etc. Et il y avait des paparazzi qui voulaient la sortie de l'église. Et donc, la personne qui s'occupait de l'agence m'a dit « Non, tu ne peux pas passer devant dans l'entrée principale parce qu'il va y avoir les paparazzis, on va perdre. » Enfin, il y avait des exclusivités avec les magazines, enfin tout ça, c'est un peu compliqué. Mais du coup, elle me disait « Tu peux pas y aller. » Et je dis « Mais c'est hors de question, je vous explique. Le cimetière où est ma grand-mère est juste en face et il est important pour moi que je sorte là, peu importe ce qui se passe. » Donc, en effet, je n'ai pas écouté, je suis sortie par l'entrée principale et en effet, il y a eu plein de photos de paparazzi le lendemain dans toute la presse locale, etc. Mais il était important que je sorte où il y avait ma grand-mère qui était juste au bout de la rue dans le cimetière. Voilà. La mort de votre grand-mère paternelle a été très marquante pour vous. Très dur. Très, très dur. Mais, et c'est marrant parce que du coup, ce projet, c'est vraiment son projet aussi à elle, parce qu'elle est née le 8 mars. Et ça ne s'invente pas. C'était... en fait, mamie, c'était mon exemple aussi. Il y a eu mamie et maman, voilà, c'est ça. Et c'était très important pour moi aussi que je fasse ce projet pour elle. Pour tout ce qu'elle a vécu, parce qu'elle n'a pas forcément eu une vie facile. Et je crois qu'aussi à travers ce projet, je réalise quelque chose pour elle. Et c'est pour ça que du coup, c'était marrant. En plus, elle est née le 8 mars, donc elle est toujours à mes côtés, tout le temps. La voix des femmes. Ouais. C'est une des voix. Ah c'est à mon avis la voix principale. La voix principale. Ouais. Avec un X du coup. Oui, les deux. Les deux, parce que la voix qu'elle nous a montrée aussi. Ouais. Ça a toujours été une battante. Maman a été une battante aussi. Et si j'ai ce côté battante, je leur dois à elle. Elle s'appelait comment, votre grand-mère ? Alors, ma grand-mère, elle s'appelait Juliette. Oui, d'ailleurs, c'est dédié à Mamie Juliette. À Mamie Juliette. Ouais. C'est vrai. On passe au 4e et dernier mot. C'est aussi une femme que vous aimez. Ah. Vierge. Ah. La Vierge Marie. La Vierge Marie qui a une place très très importante dans ma vie, ouais. Alors, je ne suis plus
croyante comme avant à aller tous les jours à l'église ou aller les dimanches à l'église. Alors je ne peux pas m'empêcher, dès que je suis dans un pays ou dès que je vois une église que je ne connais pas, d'aller la visiter. Et surtout de prendre en photo, la folle dingue, de prendre en photo toutes les vierges du monde entier. C'est une passion. Et c'est vrai que la Vierge... Vous avez d'ailleurs à ce sujet, pardon de vous interrompre, une histoire au Mexique. Alors, laquelle? Il y a les Vierges noires. Non. Alors, non, parce que j'ai tellement d'histoires avec des vierges. Il y a plein d'histoires, oui. Oui. Mais enfin, j'ai lu dans votre livre que le Mexique a été une étape assez fondamentale. Le Mexique a été une étape fondamentale dans le sens où elle m'a réconciliée avec la mort. C'est surtout ça. Et du coup, oui, il y a tellement de choses au Mexique, il s'est passé tellement de choses. En fait, j'avais un problème avec la mort parce que c'est vrai que ma grand-mère n'aimait pas du tout la mort. Et à chaque fois, non mais c'était drôle, hein, mais à chaque fois qu'on passait devant le cimetière, il fallait qu'on ferme les yeux, qu'on se bouche la vue, ou sinon qu'on fasse un détour en voiture pour ne pas passer devant le cimetière. Et moi, ça m'est resté pendant des années. Et quand je me suis retrouvée au Mexique, c'était justement... c'était après, quelques jours après mon arrivée, c'était la fameuse fête où on célèbre la mort. Et c'est la première fois que je rentrais dans un cimetière. Parce que la mort était tellement festive que je me suis dit, mais en fait, c'est pas si flippant que ça. Et j'ai commencé à me réconcilier avec la mort comme ça. Et récemment, je me suis encore plus réconciliée avec la mort, avec le livre « Vivre avec ses morts » de Delphine Orviller. Et du coup, je me suis dit, mais bon, de toute façon, c'est un passage obligé et ça arrivera à tout le monde. Mais la mort m'effraie moins maintenant, bizarrement. Et la Vierge, c'est... depuis que je suis toute petite, évidemment, je voyais cette femme et on nous expliquait que c'était la mère de Jésus et que elle avait eu un enfant sans avoir de rapport et tout ça. Mais depuis que je suis toute petite, tout ça m'a intriguée. C'est pas tant l'histoire qui m'a intriguée, c'est le destin de cette femme. On en revient toujours à la destinée. Et vraiment, depuis que je suis toute petite, j'ai une adoration pour cette femme en me disant, mais qu'est-ce qu'elle a dû vivre? Et quand j'ai été en âge de comprendre, donc aux alentours pareil de 14-15 ans, j'ai commencé à lire tout ce qui arrivait sur la Vierge Marie. Et je suis incollable sur la Vierge Marie et toute cette fascination que je peux avoir pour elle, je me suis dit à un moment, il faut que je rende hommage à cette femme qui n'a rien demandé, à cette jeune fille, parce que c'était une très jeune fille quand tout ça est arrivé. Je me suis dit, j'ai envie qu'on la connaisse mieux, cette jeune fille, donc Marie. Et j'ai lu tout ce qui restait, parce qu'évidemment, il y a énormément de choses qui ont été détruites, énormément d'écrits qui ont été détruits. Et tout ce que j'ai trouvé, j'ai tout lu. Je l'ai cherché partout. Quand je suis allée à Jérusalem, on m'a dit qu'il y avait sa tombe quelque part et j'ai cherché partout. Je ne l'ai jamais trouvée. Enfin voilà, c'est... Et vous continuez à la chercher artistiquement puisque votre premier court-métrage porte Opération Saint-Esprit. Sur la Vierge Marie, Ouais, d'une certaine façon. Ça s'appelle Opération du Saint-Esprit. Opération Saint-Esprit. Opération Saint-Esprit. Ouais. L'histoire d'une jeune fille qui tombe enceinte par miracle. On ne sait pas très bien. D'ailleurs, en regardant ce court-métrage, on se pose la question, puisqu'elle est très jeune, cette jeune fille très généreuse aussi, elle a le cœur sur la main. Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est votre maman? Je me suis pas posé la question. Non. Parce que J'aurais et l'une adoré... et l'autre, vous êtes tombée enceinte assez j'aurais jeune. adoré pouvoir le jouer, ce rôle. Mais et d'une fille aussi. Bah oui, mais faut pas tout dire. Parce faut que, pas tout dire. Heureusement, non. je le prends aussi un peu en autodérision, quoi. J'ai essayé de mettre aussi des petites touches. Qu'est-ce que vous avez voulu dire d'ailleurs? Bah, c'était vraiment ça. Je me suis jurée de faire ce court-métrage avant de mourir. C'était une mission. Ah, ça faisait partie de mes projets phares. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'y ai mis toutes mes économies dans ce projet. C'était vraiment lui rendre hommage. Rendre hommage parce que je trouvais
moi, très sincèrement, qu'on ne l'avait jamais mise en valeur et que surtout, j'imagine ce qu'elle a vécu à cette époque-là. Et si ça arrivait aujourd'hui, mais vous imaginez à quel point cette fille serait jetée en pâture à la presse. On la prendrait pour une folle alliée. Et quelque part aussi, finalement, Opération Saint-Esprit, la Vierge... Dans ce spectacle, il y a aussi cet hommage, on continue dans l'hommage à la femme et dans ce destin de femme que je trouve fascinant, qui est palpitant, qui est incroyable. Et d'ailleurs... Mais de femme qui n'a pas besoin d'hommes, finalement. C'est vous qui le dites. C'est vrai que quand on y pense... Bon, après, évidemment, elle a enfanté le Sauveur. Est-ce que vous croyez au miracle ? Oui. Oui, je crois au miracle. Et alors, pour ceux qui viendront voir le spectacle, il y a également un hommage. Marie est jamais loin de nous sur scène. Elle est là, avec nous dans La Voix des femmes. On peut en savoir un peu plus ? Non. J'ai déjà spoilé un peu tout à l'heure, je ne vais pas recommencer. Surprise alors. Surprise. À voir sur scène auprès de vous. Toutes les femmes qui ont compté dans ma vie et dans nos vies, parce que j'ai aussi fait un petit tour de table, sont jamais loin de nous sur scène dans La Voix des femmes. Et moi, je vais être non loin de vous non plus dans quelques instants. Ça y est, c'est déjà fini. Mais oui, c'est déjà fini. Séverine, ça va vite. Vous savez, la télévision, oui, je connais, ça va très très vite. Je reviens pour la conclusion. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Séverine Ferrer, je suis de nouveau près de vous. Oui. Vous avez l'air toute chose. Vous étiez en train de dire, je vois qu'il y a des... Non, parce que ça, des mine de rien, boucles. ça bouscule un peu, finalement, de voir... Et je ne pensais pas que ça viendrait des mots. Enfin, les mots vous ramènent toujours à des histoires. Mais là, de voir toute la succession d'histoires, de ce que je vous ai raconté, et finalement, ce qui est devenu tout ça, c'est La Voix des femmes, et je ne m'en étais pas rendu compte. Tout a un sens. Ouais. C'est l'aboutissement de tous ces mots, de votre histoire. En fait, rien n'arrive par hasard. C'est-à-dire que l'histoire fait et forme des histoires et crée des histoires. Et on a l'impression qu'elles n'ont aucun rapport les unes avec les autres. Et finalement, si. Et je viens de m'en rendre compte à travers ces mots. Donc, ouais. On parlait tout à l'heure on parle de mots, on a parlé de chiffres aussi. Vous dites que vous n'êtes pas superstitieuse, mais vous portez sur vous constamment un petit papier. C'est ce que vous m'avez dit en coulisses. Je l'ai depuis vous avez là. Et j'avais envie de vous le partager. On veut bien. C'est un petit papier, vous voyez, qui est bien abîmé. Oui, une qui a page, bien vécu. une feuille d'école, Ouais. avec mon écriture de 9 ans. C'était pas si mal, finalement. Oui. Et quand j'ai su que j'étais invitée dans cette émission, je me suis dit, j'ai envie de le relire. On m'a offert ce livre, donc La visualisation créatrice. J'avais à peu près 9-10 ans. Et je suis tombée sur un texte qui a vraiment résonné. Et c'est vrai que quand j'ai des coups de mou, ou que tout d'un coup je devais prendre une décision et que je ne trouvais pas forcément la force, je ne savais pas, j'étais un peu perdue, j'aimais relire ce petit papier. Et j'espère aussi qu'il résonnera parmi vos spectateurs, spectatrices. 1. Ma vie est une œuvre d'art. 2. J'aime me considérer comme une grande artiste. Ma vie est mon plus grand chef-d'œuvre. Petit 3. Chaque instant de ma vie est créateur. Renferme d'infinies possibilités. Je peux continuer à faire les choses comme je l'ai toujours fait. Petit 4. Quelque chose de nouveau, plus gratifiant. Chaque instant offre de nouvelles possibilités. C'est vraiment merveilleux, une forme d'art grandiose. Petit 5. Visualiser une lumière dans mon cœur, éclatante, brillante, et grandir, s'épanchant de plus en plus loin jusqu'à ce que ce soit un soleil d'or déversant sur moi une énergie d'amour. Petit 6. La lumière divine et l'amour divin coulent en moi, à travers moi, sur tout ce qui m'entoure. Capacité de puissance, de rayonnement et de création. Petit 7. La lumière qui m'habite accomplit des miracles dans ma vie. Maintenant et désormais, Dieu œuvre en moi. Je déborde de lumière divine et d'énergie créative, donnant un spectacle, recevant un déferlement d'encouragement, d'applaudissements et de témoignages d'amour et d'appréciation. Je me plais,
Je me trouve tout à fait bien. Je suis en présence d'autres gens. Je suis un être fort et créatif. Bravo, écrit à 9 ans. J'ai trouvé ça dans un livre. Et quand j'ai lu le livre, Incroyable. c'est ce texte qui m'a parlé. Texte fort. Alors, il est très sur moi, et je ne suis pas comme ça. Et c'est en ça, enfin, en tout cas dans ce texte, que je trouvais des choses que je n'aurais jamais osé me dire à moi-même et qui probablement aussi fait avancer. Voilà, c'est pour ça que De la je trouvais lumière. que c'était tout à fait lumière intérieure, c'était C'est tout à fait en... Le bon endroit. Voilà, et Pour j'avais exprimer envie de cette vous le lumière transmettre. et cette voix. Ça me permet à Exactement. moi aussi de faire une boucle et terminer pour parler du spectacle, de votre spectacle 100% féminin sur les femmes qui s'appelle La Voix avec un E des femmes. En ce moment, en tournée partout en France, du mois de mai, On juin. démarre, oui, début mai, Voilà. en effet, mai-juin. Voilà, où on voit 5 femmes qui donnent des textes, qui portent des textes de 45 autres femmes, Et qui racontent leur vraie histoire. leur vraie histoire. Ouais, c'est très Un important beau pour moi. moment, très fort, C'est avec fort. des textes forts. C'est drôle aussi. Ça peut être drôle, Oui, c'est marquant. mais ça l'est. Et ça s'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Oui, Parce c'est qu'en vrai fait, ce que je dis régulièrement, c'est que sans eux, nous ne serons rien. Et vice-versa. exact. Les hommes sont quand même importants. Évidemment. Évidemment. Évidemment, on n'est pas du tout là pour casser et taper sur le dos des hommes. Au contraire. On est Merci là pour, beaucoup, Merci Séverine à Ferrer. vous. C'était un très bon moment et un très beau moment de lumière. Merci beaucoup. Et merci à vous, derrière vos écrans, de nous avoir suivis. Comme d'habitude, si vous voulez revoir Lumière intérieure avec Séverine Ferrer, vous vous connectez sur Internet, vous connaissez l'adresse kto.tv.com. À la semaine prochaine. Très bon week-end.